Mes parents, même quand j'aurai un gosse, il faut que je leur persuade que je suis puceau. C'est à ce niveau-là. Donc imagine. Parfaite, c'est ce que je pensais d'elle jusqu'à ce que je découvre qu'en vrai, c'est pas une halal, yeah. Elle fait du sol, quand je suis pas là, elle fait du sol. J'ai découvert les vidéos d'elle avec 4 mecs, yeah. C'est dangereux, ce que les femmes font dans notre dos, là c'est dangereux. J'ai de la Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? Aujourd'hui, punaise, j'ai pas le casque React. Tac, casque React always, toujours oui. Aujourd'hui les refs, on regarde la vidéo de Jaino, ouais c'est ça. Didi, premier jour de procès les refs. Je sais pas si on a trop parlé de ce mec ou si on n'a pas assez parlé de ce mec. Parce qu'il a quand même fait des dingueries en fait. Tu vois, on va pas déblatérer plus longtemps les refs, voilà. Vous savez comment ça se passe, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. Moi je suis déjà équipé, Orangina, toujours vous connaissez hein. Donc c'est parti, let's go, j'ai envie de vous dire les refs. C'est le premier jour du procès pour l'affaire de Didi. Et autant vous dire que ça a été une journée explosive. Avec des révélations sur cette fameuse vidéo où on voit Didi courir après Cassie, Didi lui-même qui arrivait avec un physique complètement différent, des témoins supplémentaires qui ont avoué des choses sur Didi au... Mais son délire avec les cheveux blancs là les refs, je pense sincèrement qu'il avait déjà des cheveux blancs et qui à chaque fois il prenait le temps de faire une coloration et tout noir. Parce qu'il a pas été en prison assez longtemps pour vieillir d'un coup comme ça ma gueule. Le mec prenait le temps d'essayer de mettre les petits patapiota pour rester jeune. On ne s'attendait pas. Et enfin le témoignage qui glace le sang de la principale concernée, Cassie Ventura, au point où les propres filles de Didi ont dû quitter la salle du tribunal tellement que c'était hardcore. Attendez, j'ai la bouche pleine. T'as vu nous les Renois, on a un petit peu de pudeur, on a un petit peu de chouma. T'as vu? Je dis pas que les autres ils en ont pas. Je vais pas dire les Renois, je vais dire les Africains. Parce que voilà, c'est le territoire que je connais, perso. Les Africains, on a une certaine pudeur. On a un petit peu de chouma. Ça veut dire des sujets comme ça, un petit peu sexe. Est-ce qu'on peut dire ça sur Twitch? On peut dire ça sur Twitch ou pas? Les sujets un peu voilà. T'as capté? On n'en parle pas. Et si on en parle, on va pas partir loin. C'est ça que je te dis. Dans nos maisons, quand il y a des scènes de sexe à la télé, on détourne le regard. Même jusqu'à aujourd'hui, je pourrais pas regarder une scène là où ça... Devant mes parents, c'est mort, c'est dead. Frérot, tu mets les yeux sur le tech et tu regardes, c'est chill. Même un petit smack comme ça, il y a un petit... À la télé, tu détournes le regard. Mes parents, même quand j'aurai un gosse, il faut que je leur persuade que je suis puceau. C'est à ce niveau-là. Donc imagine, juste toi et ton père vous posez comme ça et il te raconte les dingueries qu'il a fait. C'est juste toi et ton père, là que toi et ton père, t'as vu? Là maintenant, imagine ton père, on est en train de l'exposer en fait. On l'expose devant toute la planète. Les dingueries qu'il a fait. Et c'est même pas en bien, c'est les dingueries en mode chacal, bouteille d'huile de bébé. Cette vidéo, on va donc décrypter ensemble les 2 premiers jours du procès et enfin découvrir la sombre vérité sur l'affaire Didi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner un peu de contexte. Il est bon mon frérot, wesh. Il a mis le costard et tout. Ma dernière vidéo sur Didi date du 21 novembre 2024. On s'était arrêté sur l'arrestation de Didi et il y avait pas mal de témoins qui avaient commencé à parler. Mais bon, c'était un moment où il y avait beaucoup de suppositions, il y avait beaucoup de témoins qui parlaient, on savait pas si c'était réellement ce qui s'était passé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous encourage très fortement à aller les voir pour comprendre le contexte. Donc j'ai fait une série de 4 vidéos que je vous ai mis dans la description juste en bas. Aujourd'hui, on va donc voir les 2 premiers jours du procès de cette affaire, où 3 témoins ont parlé, dont justement Cassie, qui est l'ex de Didi et qui est la témoin principale, vu que c'est celle qui a un peu lancé cette affaire. Alors je vous préviens, pour les âmes sensibles, il y a des choses assez horribles dans cette affaire. C'est pour ça que certaines fois, je vais pas donner tous les détails. Il y a aussi le fait que YouTube ne permet pas de parler d'absolument tout, ce qui va faire que vous verrez qu'il n'y a pas d'âme sensible dans le chat. Bref, quoi qu'il en soit, on verra les témoignages et notamment celui de Cassie à la fin de la vidéo. Mais je tenais quand même à vous faire un petit disclaimer. À savoir que je tourne cette vidéo le 14 mai, donc d'ici le moment où vous la verrez, il y aura plein d'autres choses qui seront sorties. Mais au moins, on va pouvoir décrypter ensemble les 2 premiers jours du procès. Autre détail important, c'est que durant le procès, il n'y avait aucun appareil électronique qui était autorisé. Donc je vais essayer d'illustrer un maximum mes propos avec des images que j'ai pu trouver ou des images d'illustration. Voilà, maintenant que vous avez le contexte, on peut enfin commencer ce premier jour au tribunal. Pour vous planter le décor, le procès a lieu au tribunal de Manhattan, donc à New York. Et dès 6h30 du matin, il y a eu une file d'attente de malades devant justement le tribunal. Que ce soit des gens un peu curieux ou des journalistes du monde entier, ou même des avocats qui voulaient juste assister en fait à tout ce qui allait se passer. Il y a d'ailleurs pas mal de personnes qui ont comparé ça au Hunger Games et je pense qu'ils avaient pas mal raison parce que c'était la foire. D'ailleurs, ça allait tellement loin que certaines personnes ont été payées juste... Ça attend le procès de Didi comme la sortie de l'iPhone 17. Mais c'est une folie, ouais. Vous avez pas de vie ou quoi? C'est quel niveau de chômage en fait? C'est quel niveau de chômage qu'il faut? En fait, si c'est ton taf, t'as vu journaliste et tout, je vais comprendre.
T'as vu? Au cœur de l'action, au cœur de l'information. Ok. Mais si t'es un bouc juste curieux comme ça, c'est quel niveau de chômage qu'il faut pour que t'investisses dans une tente, tu ramènes des sapes et tout, tu vas te poser à l'extérieur du tribunal juste pour des histoires comme ça. Il y aura tout sur internet. Qu'est-ce que tu fous devant le tribunal, ma gueule? Tellement loin que certaines personnes ont été payées jusqu'à 600 $ de la journée pour attendre devant le tribunal et garder la place. Waouh! 600 quoi? 600 quoi? J'ai bien entendu les refs. 600 Webeck, il a dit non? Que certaines personnes ont été payées jusqu'à 600 $ de la journée. Vous savez ce qu'on peut faire avec 600 $? 600 dirhams. J'aurais préféré ce 600 dirhams, wesh. J'aurais préféré ces 600 roupies mauriciens. 600 pesos. 600 $, ma gueule. Ça veut dire ils sont pas tant au chômage que ça, hein. Un chômeur, t'as pas les moyens. T'as pas les moyens de te poser là. Carrément, je suis curieux maintenant. Bien ou quoi, ChatGPT? Salut, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? J'ai une petite question là en balle. Est-ce que tu peux me faire une liste de, allez, 25 choses qu'on peut faire avec 600 $? Bien sûr. Voici quelques idées de ce que tu pourras faire avec 600 $. 1. Un petit week-end en amoureux. 2. Un cours de cuisine ou un atelier. 3. Un abonnement annuel à une salle de sport. 4. Acheter un nouveau gadget technologique. 5. Un dîner gastronomique. 6. Contribuer à un projet sur une plateforme de financement participatif. 7. Améliorer ton setup de travail ou de jeu. 8. Offrir des cadeaux à tes proches. 9. Participer à un événement sportif ou culturel. 10. Faire un don à une association. Si tu veux des idées plus détaillées ou spécifiques, n'hésite pas à me le dire. Bon, de base, j'ai demandé 25, tu t'es arrêté à 10, je vais rien dire. Mais merci pour ton intervention. D'accord. Je prends note pour la prochaine fois. Voilà tout ce qu'on peut faire, Yarif. Mais vous, bande de chômeurs que vous êtes, vous préférez vous poser devant le tribunal, là où Didi va se faire juger pour toutes les bouteilles d'huile de bébé qu'on a trouvées chez lui. Non, franchement, c'est pas pro les refs, je vous le dis. C'est vraiment pas pro les refs. Et pour attendre devant le tribunal et garder la place, exactement comme quand il y a la sortie d'un nouvel iPhone et que les gens font la queue devant l'Apple C'est Store. ce que je dis, 9:30 p.m. Oh wow. Was there anyone else here at 9:30 p.m. or just you? No, there was another one, 6:30. 6:30 p.m. Wow. And what time did you get here? At what time? At midnight. Les gens commencent à rentrer dans le tribunal à partir de 8 h du matin. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est à partir de ce moment-là où la tension a commencé à monter et qu'elle était assez Mais palpable. dans les tribunaux, il peut y avoir genre des spectateurs, genre des gens rien à voir et tout, ils se posent là, genre. Parce que les gens s'en rendent compte, c'est un réel événement historique. Sachant que comme je vous l'ai dit, Événement historique carrément. Ça veut dire ça va rentrer dans les annales. Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots les rêves. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pas moi qui le dis. C'est ça qu'il est en train de dire. On est d'accord. à l'intérieur du tribunal, il n'y a plus d'appareils électroniques, donc plus de téléphone, plus de caméra pour éviter toute fuite. En ce qui concerne les personnes qui ont été invitées et qu'on a pu voir justement à l'entrée du tribunal, évidemment en premier lieu, il y a la famille de Didi qui était là pour le soutenir et lui donner de la force. Que ce soit sa mère, Janice Combs, ou alors plusieurs de ses enfants, Quincy Brown par exemple, Justin Combs, Christian Combs, et ses filles Delia, Jessie et Chance. Mais imagine le niveau de harcèlement en fait. Imagine le niveau de harcèlement quand ton papa c'est Didi Trix. Didi wesh. Après eux c'est tous des adultes, tu vois, c'est des adultes de ouf et tout. Mais chacal, sachant que aujourd'hui les petits neuges là, les jeunes, c'est des monstres de fou. Si en plus ton papa c'est Didi, ça veut dire que tu leur donnes à graille en fait. Tu leur donnes à graille, tu leur tends le bâton. Le harcèlement mystique en fait. Les petits ça doit leur parler à base de baby oil à longueur de journée tellement hard. J'imagine même pas. Je crois même qu'on peut pas imaginer en fait. Dana Tran, qui est donc la mère de son plus jeune enfant, Love. Du côté des témoins et des victimes, on a eu Rodney Lil Rod Jones. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un producteur de musique qui a été l'une des premières victimes qui a commencé à parler, notamment... Ah, j'ai cru que j'allais tout mélanger. J'ai cru en fait qu'il était là pour soutenir Didi. Mais non, il est là pour l'enfoncer. Il est là pour l'enfoncer et je soutiens le move. Voilà, très bien. Février 2024, en l'accusant justement d'agression S et d'abus. Donc il est arrivé un peu avec ses lunettes de soleil et entouré de son équipe juridique. Any comments on the trial so far? Any opening statements? He's having his day. He's having his day. He's having his day. We trust the justice system. Thank you, sir. God is good. Il y a aussi eu Jaguar Wright, dont on a beaucoup parlé sur cette chaîne. Le mec s'appelle Jaguar. Il s'appelle vraiment Jaguar ou c'est genre un nom de scène, un truc comme ça. Genre sur ta carte d'identité a marqué Jaguar. Pour rappel, c'est une ancienne chanteuse, mais c'est aussi une personne qui Et a... en plus c'est une meuf. Mais c'est aussi une personne qui a énormément participé aux Freak-Offs. Pour ceux qui ne connaîtraient pas potentiellement le personnage, il me semble que c'est une meuf qui s'amuse à beaucoup dénoncer en fait les délires de Didi là. Mais moi ce que je savais pas qu'elle avait participé, wesh. Là je trouve maintenant son discours il est un petit peu pas trop légitime. Parce qu'elle a beaucoup participé. Il a pas dit elle a participé une fois, deux fois à la limite, t'as vu. Elle a dit elle a beaucoup participé. Et dire maintenant si tu commences à dénoncer ma gueule. Les fameuses soirées que Didi organisait et qui a aussi déclaré beaucoup de choses sur ce sujet. I'm here to stand in solidarity with all of the survivors of
Diddy, there's too much pain. There's been too many victims. There's too many survivors. Finally, they're being hurt. Bien sûr, il y a aussi les différents avocats, que ce soit de Diddy ou même des victimes. Et en parlant de Diddy, il arrivait à 9h escorté par ses avocats. Et le truc le plus choquant chez Diddy, que les gens ont remarqué, c'est évidemment son apparence physique qui a complètement changé. Donc les gens l'ont trouvé plus mince, avec les cheveux gris, parce qu'il n'avait pas de quoi se teindre les cheveux en prison. Et apparemment, ça se voyait fortement qu'il avait... J'avais raison. Le mec qui mettait les petits enhancements là, il est vieux. Affecté par tout ce qui lui arrivait récemment. À savoir que quand il est rentré dans la salle d'audience, il a fait un cœur comme ça avec ses mains à sa famille. Et avant le début officiel de l'audience, il tenait apparemment dans sa main une Bible qu'il était en train de lire. Alors est-ce qu'il recherche une espèce de réconfort, ou peut-être une force spirituelle, ou alors peut-être que c'était juste une stratégie pour montrer son image un peu bienveillante auprès du jury, on sait pas trop. Moi je peux pas tomber pour ce genre de choses. Chacaloche. Tu veux essayer de la faire à qui là? Le mec a débarqué avec une Bible en pensant qu'il allait réussir à nous amadouer. Je crois qu'il avait 1000 bouteilles d'huile de bébé à la maison. Et c'est maintenant que tu nous sors la Bible. Il n'y avait pas 1000 Bibles chez toi. Hein. On aurait trouvé 1000 Bibles chez toi. Peut-être t'aurais réussi à nous amadouer. Mais on a trouvé 1000 bouteilles d'huile de bébé. Pas à nous. Pas à nous. Dans ça, je voulais quand même vous le notifier, parce qu'une chose est sûre, c'est que quand il s'est installé, absolument tous les regards étaient rivés vers lui. Et alors un aspect un peu plus technique, mais dont je voulais quand même qu'on parle pour que vous ayez un peu plus de contexte, c'est la sélection du jury, parce que évidemment, ça va avoir un gros impact sur le jugement final. Et surtout parce que dès le début, il y a eu une énorme tension. Pour vous expliquer, il y a eu ce qu'on appelle une dernière récusation péremptoire. En fait, c'est le moment où des avocats peuvent écarter des jurés sans avoir à donner de raison spécifique. Et dès le début, comme je l'ai dit, ça a créé beaucoup de tension, notamment dans l'équipe de Diddy, parce qu'ils ont remarqué qu'ils ont principalement retiré des jurés noirs. Il y en avait 7 au total. Bon, quelques temps plus tard, ils se sont rendus compte qu'en fait, le fait qu'ils soient retirés n'avait rien à voir avec leur couleur de peau. Il y avait des raisons très valables, comme le fait qu'ils étaient déjà familiers avec l'affaire de Diddy. Donc au final, il y a eu 8 hommes et 4 femmes qui ont été sélectionnés. Et bien sûr, 50 Cent, l'ennemi juré de Diddy, en a profité pour faire un petit post sur Insta, en mettant cette photo et en disant en caption, je cite, « Je suis pas sûr que ce soit juste, mais voilà à quoi ressemble le jury pour le procès de Diddy. » Bon, pour ceux qui savent pas, Diddy et 50 Cent sont des ennemis jurés depuis très longtemps. Et franchement, la NK57 envers Diddy, il faudrait l'étudier. Non, il faudrait l'étudier parce que c'est très fort. Tu peux détester quelqu'un, mais pas autant que 50 Cent déteste Diddy. 50 Cent, je crois, il fait partie des gens qui ont vu venir le truc depuis, tu vois. Là, je pense il est en train de rigoler comme ça tout le procès. Il va rigoler comme ça tout le procès. Là, comment vous le voyez sourire là, il sera comme ça tout le procès. 50 Cent en profite tout le temps pour se foutre de la gueule de Diddy. Pour la défense, donc les avocats de Diddy, c'est Tenny Geragos qui a commencé à parler, a précisé donc que c'est une avocate et d'après ce que j'ai pu lire, ça peut être une stratégie de la part de l'équipe de Diddy d'avoir choisi une femme et non un homme justement dans une affaire d'abus S. Le procès a donc pu commencer avec ce qu'on appelle une déclaration d'ouverture. C'est là où chaque camp va présenter sa version de l'histoire pour justement poser les bases de ce que le jury va entendre durant les prochaines semaines. Le procureur a commencé à parler en dressant justement un portrait de Diddy. D'un côté une icône culturelle, un businessman à succès et de l'autre côté un homme qui aurait dissimulé plus de 20 ans de crimes. Elle s'est notamment attardée sur le cas de Cassie Ventura. Selon l'accusation, Diddy l'aurait littéralement chassée de chez lui après qu'il ait découvert qu'elle ait vu un autre homme et il aurait pris son arme et ses gardes du corps en menaçant justement d'aller tuer cet homme. Le procureur a aussi parlé des fameux freak-offs, donc ces fameuses soirées que Diddy organisait avec des escortes, de l'alcool, des substances. Elle a aussi parlé d'une autre victime qu'on connaît pas encore mais qui s'appelle Jane, enfin du moins Jane c'est le nom qu'ils lui ont donné pour protéger son identité, qui est une mère célibataire que Diddy aurait rencontrée en 2020 et qui a aussi pas mal participé aux freak-offs. Selon ce qu'ils ont raconté, Jane pensait que c'était une expérience unique mais finalement Diddy l'a appelé pas mal de fois pour participer aux soirées. D'après ce qu'il racontait, Diddy lui aurait manipulé en lui faisant croire que c'était le seul moyen de passer un peu plus de temps avec lui. Et puis il y a une autre femme qui s'appelle Mia, qui est une ancienne assistante de Diddy, qui aussi a été victime d'agression S. Diddy aurait par exemple introduit sa main dans sa jupe, serait rentré dans sa chambre, bref des comportements de prédateurs qui ont duré durant des années. Et ce qui est intéressant de voir, c'est maintenant comment est-ce que la défense, donc les avocats de Diddy, ont répondu à tout ça. En fait la stratégie de l'avocat de Diddy, c'est de dire que selon elle, c'était plus ou moins des vraies relations entre guillemets, alors que le gouvernement essaie de transformer ça en des relations S non voulues ou même du trafic S. Elle a quand même... C'est une dinguerie de faire ça, wesh. Ils sont en train d'inventer le... Enfin, je sais pas, en fait. Je sais pas, parce que la meuf a quand même dénoncé le truc, quoi. Si je comprends bien. C'est-à-dire, là, ils sont en train d'inventer son consentement, entre guillemets, tu vois. C'est une folie. Et souvent, quand j'entends parler des histoires de V, là, c'est rare que ça finisse bien, tu vois. C'est rare que l'accusé, du coup, finisse par payer les dingueries qu'il a fait, en fait, tu vois. Et ce serait fou, mais vraiment fou, que Diddy entre également dans cette liste de personnes qui font des dingueries comme ça et qui ne se font pas choper par la suite, en fait. Ce serait dingue.
dit que quand Didi pouvait boire beaucoup d'alcool, il pouvait devenir très désagréable, voire même violent. Merci beaucoup, hein, on n'avait pas vraiment remarqué. Elle a aussi précisé que Didi prenait beaucoup de substances et qu'il utilisait souvent de l'huile pour bébé, hein, comme on avait pu le voir dans différentes vidéos. Mais elle a précisé que ça, c'était pas un crime fédéral. En fait, si vous voulez, l'argument central de la défense, c'est que les femmes impliquées dans cette affaire, donc par exemple Cassie ou Jane que je vous ai cité, étaient des, entre guillemets, femmes fortes et femmes capables de faire leur propre choix. Elles avaient aussi des avantages, hein, comme le fait que Didi leur payait un loyer, leur payait une voiture. Donc en gros, elles avaient le choix de partir, mais vu qu'elles avaient des avantages, elles ont décidé de rester. Je pense que en tant que femme, après vous me dites, hein, les meufs, si je dis une dinguerie, mais je pense que en tant que femme, si t'es dans une histoire pareille et tout, je pense qu'il n'y a rien de plus énervant qu'une autre femme en fait ne soit pas de ton côté. Genre qu'une autre femme prenne la défense de l'agresseur en mode ouais mais t'aurais pu ci, t'aurais pu ça, ouais mais t'avais quand même le choix de nanana et tout genre. En fait c'est une folie en fait que ça vienne d'une femme. Non c'est hard ce qui se passe là, c'est hard ce qui se passe. L'avocate en fait elle est, c'est mauvais, j'aime pas du tout le jeu là. He did none of these things. He was never present in any of these activities. This wasn't his lifestyle. But a lifestyle and being present in activities doesn't mean he committed a crime. Unless those activities and that lifestyle are criminal. But those activities and the lifestyle is not criminal. What was notable today, what my partner Mark said in court, is they never once said that these women didn't consent to what happened. Not once. So this is all adult consensual activity. People can judge it morally, but legally, you believe... J'ai pas les preuves, hein. Mais plusieurs fois, ça a été dit qu'on les a forcés à prendre des substances. Elles n'étaient pas forcément... Je suis pas avocat, les refs. Je suis pas avocat. Mais je pense qu'elles n'étaient pas forcément dans un état de consentir ou pas. Tu vois. En fait, la meuf là, faut savoir qu'elle a été payée pour prendre ce parti-là. Tu vois. Ça veut dire... Est-ce qu'on peut l'en vouloir? Je sais pas. Mais c'est quand même une dinguerie en fait de dire des trucs comme ça. Committed no crime. Maybe it's not what someone here would do in the bedroom, but that doesn't mean that what he did was a crime. Bon, vous allez voir par la suite que quand Cassie va parler, on a quand même une autre version de l'histoire. Et justement, dans le cas de Cassie, l'avocate a aussi rajouté qu'elle a déposé plainte parce qu'elle avait des problèmes financiers, pas vraiment parce qu'elle était sous abus depuis 20 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait demandé les 30 millions de dollars et qu'elle a commencé toute cette procédure. Donc vous l'avez compris, selon les avocats de Didi, donc la défense, ces femmes-là ont leur part de responsabilité dans cette affaire. Bon, après, quand on voit la fameuse vidéo où Didi court après Cassie dans la chambre d'hôtel, là, on a un peu du mal à croire à ce que les avocats de Didi veulent nous raconter. D'ailleurs, cette fameuse vidéo, ça a été la première preuve qui a été analysée par le tribunal et justement ça me permet d'arriver aux deux témoins qui étaient là durant les faits. À commencer par Israel Flores qui est un agent de police à Los Angeles mais qui travaillait à l'époque en tant qu'agent de sécurité dans ce fameux hôtel. L'hôtel où il y a eu les fameux incidents donc de 2016. Il explique que le 5 mars 2016 il a reçu un appel d'une femme en détresse dans une chambre d'hôtel. Avant de s'y rendre il a justement regardé les caméras de vidéosurveillance et il a vu un mec faire les 100 pas dans le couloir. Quand il est arrivé à la chambre d'hôtel il a justement reconnu Didi qui portait seulement une serviette et des chaussettes. Cassie elle était dans un coin en train de sangloter et en train de se couvrir le visage. Selon Flores, donc l'agent de police, Didi était apparemment avec un regard assez sombre, hein, même diabolique il dit. Il a aussi vu qu'il y avait un vase de fleurs qui était cassé dans le couloir. Et justement c'est important parce que dans la vidéo on peut voir le même couloir où les faits se sont passés. Donc pour continuer l'histoire, Flores, donc l'agent de police, a dit à Didi que les dégâts seraient facturés à sa chambre et il aurait dit au couple de justement retourner dans leur chambre pour éviter qu'il y ait d'autres personnes qui entendent ou qui voient ce qui se passe. Flores a aussi témoigné en disant que Didi a dit à Cassie à ce moment-là qu'elle ne sortirait pas de la chambre. Il a aussi remarqué qu'il y avait un homme noir assis sur le lit habillé et c'est un détail qui peut vous paraître assez étrange, un peu sorti de n'importe où comme ça, mais vous allez voir que c'est très logique en fait. Après ça, finalement, Cassie a quand même quitté l'hôtel et apparemment Didi aurait donné une liasse de billets à l'agent Flores pour qu'il ne puisse absolument ne rien dire, sachant que Flores n'aurait pas accepté ses billets. Détail important, c'est que durant le procès, ils ont montré la vidéo au complet que nous on n'a pas vu, hein, parce qu'on a vu que des extraits qui ont été diffusés par les médias. Donc les trucs qu'on n'a pas vu, c'est par exemple Cassie qui essaye d'appeler quelqu'un au téléphone. On voit aussi qu'elle met ses mains en l'air pour essayer de se protéger de Didi. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que l'agent Flores n'a pas prévenu la police à ce moment-là? En fait, il précise que Cassie lui-même lui aurait dit de ne rien dire et que Didi aurait rajouté que ça pouvait entre guillemets devenir public. Autre fait intéressant, vu que Flores n'était qu'un agent assistant, il pouvait pas télécharger les vidéos de vidéosurveillance. Et donc en fait les vidéos qu'on a pu voir, c'est lui qui prend son téléphone et qui filme la vidéo de vidéosurveillance. Et en fait quand il est revenu au travail après le week-end, il s'est rendu compte que les vidéos avaient complètement disparu. Donc on peut supposer que Didi a fait marcher son réseau et ses connaissances pour faire supprimer les vidéos. Ok, donc déjà là on commence avec un témoignage assez fort qui donne plus d'éléments, mais il y a un second témoignage encore plus fou. C'est le témoignage de Daniel Philippe, qui est un danseur masculin, qui a été payé à l'époque par Cassie pour avoir des relations S avec elle, pendant que Didi regardait. Je vous préviens encore une fois, mais là on va rentrer dans la partie un peu difficile, donc si vous êtes une âme sensible, faites gaffe. Attends, il y a des âmes sensibles dans le chat ou pas? Pas d'âmes sensibles ici, que les âmes dures. On y va les refs.
Ce fameux Philippe explique qu'il a rencontré Cassie en 2012 à travers son patron et qu'il a été contacté selon une demande pour avoir un, entre guillemets, danseur noir pour être envoyé dans ce fameux hôtel où Cassie et Didi étaient. Du côté de Philippe, bah lui s'attendait juste à faire un enterrement de vie de jeune fille ou alors un petit striptease comme il avait l'habitude de faire. Sauf que quand il est arrivé là-bas, il a été accueilli par Cassie. Selon son témoignage, elle était en lingerie avec une perruque rouge et des lunettes de soleil. Elle lui aurait aussi présenté un homme qui était au fond de la salle qu'elle désignait comme son mari entre guillemets et elle lui précisait que ce gars-là n'allait pas le toucher vu qu'il n'était pas gay. À ce moment-là, Philippe a précisé que Cassie lui a donné plusieurs milliers de dollars dès son arrivée et qu'apparemment il y avait tout le matériel nécessaire, hein, donc le fameux lubrifiant, des lumières un peu ambiancées. Donc maintenant on sait à quoi servent les fameuses huiles pour bébé que Didi avait chez lui. Philippe mais genre tu savais pas. Genre tu savais pas. Jane, wesh, non. Peut-être si moi j'ai l'esprit un peu déplacé, mais tout le monde savait à quoi servait l'huile de bébé, chacal. Tout le monde savait, wesh. Après peut-être c'est nous on est trop vifs. Non. L'huile pour bébé on savait déjà. Va pas nous la faire à nous, wesh. Il a demandé ça sert à quoi. Ah, ça sert à quoi? Tu sais pas ça sert à quoi? Écoute, je te laisse essayer d'imaginer. Imagine tout ce qu'on peut faire avec de l'huile de bébé. Se faire masser, ouais, potentiellement. C'est de laisser s'exprimer ton imagination. Aussi que Didi était un peu camouflé au fond. Il avait aussi mis un espèce de déguisement avec un chapeau pour un peu garder son identité. Il s'est mis dans le fond, dans l'ombre, comme ça, comme les méchants dans les films, tu sais. Vas-y, truc, la meuf là, vas-y. Bah, leur truc a commencé où Philippe a commencé à avoir des relations avec Cassie pendant que Didi regardait et faisait ce qu'il avait à faire dans son coin. Philippe explique dire quoi par il faisait ce qu'il avait à faire. Il faisait quoi? Il faisait un petit pas de danse, il faisait une petite musique là sur le coin comme ça, il était là comme... Qu'est-ce qu'il faisait dans le coin là-bas? La question que je me pose. Je voulais pas le dire, mais vous êtes pas loin. Je voulais pas le dire, mais vous êtes pas loin. Que par exemple, il n'y avait pas de protection utilisée et plein d'autres détails assez sordides que je vais même pas vous décrire ici. Et pour vous dire, c'était tellement hardcore que les deux filles des armes dures ici qui étaient présentes pendant que le témoin décrivait ce qui se passait. Mais c'est des jumelles. Pardon. C'est des jumelles de ouf, wesh. Ce qui est complètement compréhensible parce qu'entendre des choses pareilles sur son père, j'ai même pas de mots en fait. Philippe continue l'histoire en disant que Cassie l'a recontacté pas mal de fois justement après cette première rencontre, en l'invitant à revenir, en lui demandant de temps en temps des photos un peu olé olé. Donc ça s'est pas terminé là, hein. Ils se sont revus en 2013, en 2014, à plein d'endroits différents, que ce soit chez Cassie, chez les différentes maisons de Didi, à New York, etc. Mais qu'il a justement refusé de continuer quand il a commencé à voir que Didi devenait de plus en plus violent avec Cassie. Il a justement décrit un incident une fois où il a vu Didi prendre Cassie, l'emmener dans une chambre à côté et entendre des bruits de gifles. Encore une fois les amis, je vous épargne tous les détails un peu sordides. Tout ce qu'il y a à savoir globalement, c'est qu'au-delà de regarder ce qui se passait, Didi aimait aussi diriger un peu ce qui se passait. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là, Cassie était littéralement son esclave. Et en fait on peut se poser la question de comment est-ce que Didi a fait en sorte que Philippe se taise et ne dise rien sur cette affaire. En fait ce qu'il a fait, c'est que dès le début, il a pris une photo du permis de conduire de Philippe. Comme ça il avait toutes ces informations. Ce qui lui a permis de lui mettre une espèce de pression en lui disant que potentiellement il pouvait le retrouver et du coup ça pouvait mettre sa vie en danger. Voilà, donc juste avant de parler du second jour de procès où justement on a Cassie qui va donner... Ce mec est fou. On a Cassie qui va donner son témoignage. J'aimerais juste vous parler des réactions qu'il y a eu dans la salle au moment où justement les gens ont commencé à parler parce que c'est un truc aussi intéressant à observer. Pour ce qui est de la famille de Didi, apparemment ils sont restés quand même assez stoïques à part les deux filles que je vous ai décrites qui sont justement sorties de la salle. Après ce que j'ai pu lire, Didi est aussi resté quand même assez calme. Il avait un visage assez neutre, il était plutôt concentré, il prenait des notes, il en parlait avec ses avocats, etc. Et en particulier pendant le témoignage de Philippe parce que je pense qu'il s'attendait pas à le voir. On arrive maintenant au deuxième jour du procès qui est marqué par l'événement le plus attendu qui est bien sûr le témoignage de Cassie Ventura. Comme vous pouvez l'imaginer, quand elle est rentrée dans la salle, il y a eu une tension très forte qui s'est sentie. Elle portait une longue robe et il faut savoir aussi que Cassie en ce moment est enceinte de 8 mois et demi. Et elle est rentrée déterminée sans même regarder Didi ou même sa famille. Elle s'est dirigée directement vers la barre des témoins. Donc dès le début, elle a expliqué en fait comment est-ce qu'elle a rencontré Didi quand elle avait à peine 19 ans. Donc c'est une affaire qui remonte à 2005 en fait. À l'époque, elle avait signé chez le label. Il avait quel âge Didi en 2005? Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est pas parce que la meuf elle est légale que le gardage il est acceptable entre guillemets, tu vois. Si t'as 47 piges et que tu sors avec une meuf de 19 ans, t'auras beau me dire ouais elle est majeure et c'est ce qu'elle fait nanani nanana, c'est bizarre. Mais bon, on sait pas quel âge il avait Didi à ce moment là, donc peut-être on va pas juger comme ça tout de suite. Il m'avait l'air d'être quand même un petit peu 30 ans comme ça, tu vois, c'est bizarre.
Didi, donc Bad Boy Records en 2006, pour à peu près 10 albums, même si elle en a sorti qu'un seul en réalité. Et au début, elle explique que leur relation était tout à fait platonique parce qu'elle était juste professionnelle. Mais les choses ont commencé à devenir vraiment bizarres à son 21e anniversaire. Vu que Didi l'a embrassée dans une salle de bain, dans une soirée, elle explique qu'à ce moment-là, elle était encore toute jeune, elle était naïve. Didi sortait aussi avec Kim Porter à l'époque. Ce qui, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, l'a complètement perdue. Pour elle, elle avait simplement une relation professionnelle avec lui. Puis là, ça se transforme en un truc un peu bizarre. Et justement, c'est à partir de ce moment-là où les choses sont parties en live. Vu que quelques temps plus tard, Didi l'a invité dans un hôtel pour, entre guillemets, parler business. Mais au lieu de ça, c'est à ce moment-là où il a commencé à l'initier. Cassie, toi aussi. Oh, et parler business dans l'hôtel. Oh, hey, les filles là, les filles, je sais pas s'il y a des filles dans le live, mais il y en aura sûrement dans la vidéo YouTube. Les filles, s'il y a un beau qui vous dit, ouais, viens, on va parler business dans l'hôtel. Les business là, c'est pas les business comme vous pensez, c'est les business, tu vois. T'as vu, il y a les business, il y a les business. Là, c'est du business. C'est pour businesser, tu vois ou pas. Ils vont parler business dans l'hôtel. Toi aussi, Cassie, wesh. Ça y est, frère. Non, ça y est, wesh. Non, parce que je veux bien la défendre 2 secondes. Mais au bout d'un moment donné, il a dit on va parler business à l'hôtel. De toute façon, juste avant, il t'a embrassé dans la salle des bains. Business. Vas-y, frère. Ils vont m'énerver ici, ma gueule. Invité dans un hôtel pour, entre guillemets, parler business. Mais au lieu de ça, c'est à ce moment-là où il a commencé à l'initier aux pratiques S qu'il avait l'habitude de faire. Il y a eu aussi blague. Sans blague. Mais non, on est choqués. Vous êtes choqués, vous aussi? Wesh. Il y a eu aussi un autre moment pendant un voyage à Miami où il devait aussi pareil parler business. Cassie a eu des relations avec Didi, notamment sur un bateau. C'est notamment à ce moment-là où elle a pris pour la première fois de sa vie des substances avec Didi. Et c'est à partir de ce voyage que leur relation a complètement changé. Elle est devenue ce qu'elle explique un peu. Comment ça? À partir de ce voyage. Genre c'est à partir de Miami que tu t'es dit la dynamique là elle est bizarre. Genre quand vous étiez dans la salle de bain et qu'il s'est passé ce qui s'est passé, tu t'es pas dit normalement un collègue de travail ça fait pas ça. Ils font ça les collègues de travail? Non? Bizarre. Nombre, hein, c'est elle qui dit ça, parce qu'elle était constamment collée à lui. Mais rapidement, en fait, le comportement de Didi est devenu plus contrôlant, plus abusif. Il a commencé à dicter son apparence, sa manière de parler, à quel point est-ce qu'elle devait être totalement disponible pour lui H24. Par exemple, s'il n'arrivait pas à la joindre, il envoyait... Moi, j'avais une addiction light skin. Tu vois? Mais je pense que Didi, en fait, il a atteint un autre level. Un autre level, en fait, d'addiction au light skin. Je pense. Et en plus, t'as vu? Il avait du pouvoir. Ça veut dire que l'addiction, en fait... elle a pris une tournure un peu mystique. Sécurité allait la chercher physiquement là où elle était et la ramener à Didi. Mais évidemment, le moment le plus bouleversant du témoignage, c'est quand elle a commencé à parler des freak-offs. Elle dit en fait, et c'est là où ça commence à aller très très loin, qu'elle devait se préparer psychologiquement et physiquement pour chaque freak-offs. Par exemple, elle devait être bronzée, épilée, manucurée. Didi allait même jusqu'à gérer l'éclairage de la scène, hein, comme si c'était un film littéralement. Elle a aussi dit la fréquence à laquelle ça arrivait, ce par quoi j'étais assez surpris, hein, parce qu'elle disait que c'était pratiquement toutes les semaines. Et ça impliquait ce qu'on a pu entendre juste avant dans le témoignage de Philippe, qu'il engageait des travailleurs S pour avoir des relations avec Cassie, pendant que lui pouvait regarder. Et là on peut se demander comment est-ce qu'elle a pu supporter tout ça durant ces années. Justement, elle explique que dans la préparation psychologique qu'elle faisait à chaque fois, il y avait le fait de boire de l'alcool et prendre énormément de substances données par Didi, qui lui permettait en fait de jamais être là dans le moment, d'être dans un état secondaire, même si elle décrit quand même dans son témoignage qu'elle se sentait humiliée, qu'elle se sentait sale par ce qui lui arrivait, mais en même temps elle pouvait pas refuser, parce que Didi devenait super violent quand elle s'opposait à ce qu'il voulait faire. En plus de ça, elle expliquait que tout était géré par l'équipe de Didi, donc c'est eux qui entre guillemets facilitaient tout, c'est eux qui entre guillemets encore une fois ramenaient tout le matériel et qui en plus nettoyaient les lieux des freak-offs, parce que généralement c'est dans des lieux publics, hein, comme des hôtels. Encore une fois les amis, je vous épargne tous les détails, mais je vous laisse imaginer les horreurs qu'elle a pu... Là ça veut dire à tout moment, je pars en voyage et tout, je vais, je sais pas, à Miami, je vais dans un hôtel et ça se trouve Didi il a fait une dinguerie là-bas. Écoute, à partir du moment où il nettoie tout, hein, moi j'ai pas envie d'avoir des MST bizarres, donc ça devrait pas poser problème. Mais quand même wesh, il a une big maison qui fait je sais pas quelle taille, ma gueule, t'es obligé d'aller dans les lieux publics. Ce qui nous permet d'arriver à cette fameuse vidéo de 2016, donc dans l'hôtel, où Cassie explique que l'incident s'est passé juste après une session entre guillemets, parce que oui, c'est comme ça que Didi les appelait, donc dans des freak-offs, il y avait différentes sessions, et elle explique qu'avant la fameuse séquence qu'on a pu voir, Didi lui avait déjà donné un œil au beurre noir dans la chambre d'hôtel, et comme vous pouvez l'imaginer, c'était tellement dur émotionnellement pour elle durant... Une tapette en fait pour taper une meuf comme ça. Wesh. Je dis ça mais ça a ses limites aussi, tu vois. Les meufs non plus, il faut pas qu'elles s'amusent à jouer et tout avec les gens sous prétexte que
les hommes, ils ont décidé que c'était pas bien de taper les meufs, t'as vu. Mais c'est pas bien de taper les meufs, tu vois. Et là, Didi, il est dans le mal. Et dans le mal, là, c'est pas bien ce qu'il a fait. Témoignage qu'elle a dû faire beaucoup de pauses, s'arrêter énormément. Et en fait, elle a confirmé ce qu'on pensait tous du fait qu'elle soit restée dans cette relation toxique. Elle se sentait émotionnellement et physiquement emprisonnée par lui. Mais le témoignage de Cassie s'arrête pas là, vu qu'il est censé continuer demain, avec notamment la contre-interrogation, cette fois-ci, de la défense, donc des avocats de Didi. Donc il y a eu beaucoup de nouveaux éléments, beaucoup de confirmations sur ce qu'on pensait. Il est mastoc, lui. Il est mastoc de ouf, wesh. Il marche comme ça, carrément. Je vous l'ai dit, cette vidéo est enregistrée le 14 mai, donc quand elle sera publiée, il y aura d'autres révélations qui seront déjà sorties. Le procès au total va durer 2 mois, donc bien sûr je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ce qui sort et ce qui se passe. Donc si vous voulez rester au courant, pensez à vous abonner. Voilà les refs. Une dinguerie quand même, ce Didi là, c'est une folie. Tout simplement. J'ai rien d'autre à rajouter les refs. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch aussi. Je sais pas quand est-ce que je stream, mais je stream un petit peu. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine les refs. Ciao les nazes. Yo, ramène pas tes sentiments. Ramène pas tes sentiments. Yeah. One life. Il faut que j'aille faire ce beef. One life. Faut que j'aille parler à cette gonzesse. One life. One life. One life. Chacun j'ai one life. Salut, ça va, ça dit quoi? Viens on se capte ce soir. Ça dit quoi? Ami Chaka, tu ta cousine. Qu'est-ce que j'en ai à faire, cousine? Yeah, j'ai one life. J'ai one life. Viens on le fait. Viens on le fait. J'aurai pas de regrets. Viens on le fait. Viens on le fait. Viens on le fait. Viens on le fait.